Monsieur le Président, sans plus attendre, je vous donne la parole et vous pouvez lancer la réunion. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Je suis ravie de vous voir ici. C'est notre première rencontre pour cette année 2021. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette version numérique du Forum transatlantique. Je souhaite la bienvenue aussi à nos partenaires du Conseil atlantique et de l'Université de défense nationale. Normalement, nous nous serions réunis à l'université, justement, mais étant donné la situation sanitaire, ce n'est pas possible. J'aimerais aussi remercier mon collègue Mike Turner, ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, et mon mentor depuis de longues années. Et il a d'ailleurs beaucoup œuvré pour me recruter à la paix OTAN et il a fourni un véritable leadership en des temps difficiles pour l'OTAN et pour l'Alliance transatlantique. Donc je le salue. Merci pour votre leadership et merci pour votre appui sans faille vis-à-vis de cette alliance si importante en termes de sécurité collective, mais merci aussi d'avoir appuyé cette organisation qui vise à partager des valeurs démocratiques. Merci pour tout votre travail. Linda Sanchez et Philippe Mandela, les nouveaux responsables de la délégation américaine, ils sont des membres très actifs depuis un long moment déjà. Une femme supplémentaire au bureau également. Nous avons donc Linda parmi nous au bureau. Merci beaucoup pour votre travail. Avant de commencer, je dois vous annoncer le décès de notre collègue et ami Miroslav Tuđman, malheureusement, responsable de la délégation croate. Il était respecté en Croatie, c'était un collègue de grande estime, c'était un gentleman qui est venu rejoindre notre AP OTAN en 2012 et dirigeait sa délégation depuis 2016. Il venait d'être réélu pour un quatrième mandat au Parlement croate l'été dernier. Nous pensons bien entendu à sa femme, sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues au Parlement croate. Je vous propose quelques instants de silence. Mr. Bacic is the deputy head of the Croatian. Monsieur Bacic est l'adjoint de la délégation à la paix OTAN. Monsieur Bacic, si vous êtes parmi nous, je serais ravie de vous donner la parole pour que vous puissiez nous faire part d'éventuels commentaires suite au décès de notre collègue. Monsieur Bacic est à l'écran. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Bonjour à tous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci pour ces quelques instants en l'hommage de notre professeur. Monsieur le Président de la paix OTAN, Monsieur Jerry Connolly, merci. Chers collègues, Madame Ruxandra Popa, chers collègues. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui pour vous parler du décès du responsable de la délégation croate. Le professeur nous a quittés dimanche à la suite d'une longue lutte contre la Covid-19. Il va beaucoup nous manquer. Nous avons perdu un grand intellectuel qui a contribué à mettre en œuvre cette véritable vision d'une Croatie indépendante. Nous avons perdu un homme accompli qui était humble et gentil. Il a toujours été respectueux vis-à-vis de tous ses collègues, quelles que soient leurs convictions politiques. C'était l'un des députés les plus expérimentés et donc de jeunes collègues comme moi-même le voyaient comme un véritable exemple et une source d'inspiration. Il a toujours mené à bien ses responsabilités de façon honnête et responsable. Au cours de son mandat parlementaire, il a changé 2 fois la délégation. Il a participé 2 fois à cette délégation de la paix OTAN. Il a été réélu notamment l'été dernier, en plein milieu de la pandémie. Et malheureusement, il est décédé des suites de la Covid-19. Dans le cadre de son travail politique, il s'est principalement concentré sur les domaines de la défense et de la sécurité. Il a toujours été un grand promoteur de la démocratie, de la solidarité, de l'unité. Son intégrité, son engagement, sa gentillesse,
ne seront jamais oubliés. Et il en va de même pour toutes les grandes réussites qui sont les siennes. Le peuple croate se souviendra de lui. Je vous remercie. Merci beaucoup et encore une fois, nous pensons bien entendu à vous, à vos collègues. Merci aussi de faire part de nos condoléances à la famille de M. Tuchman. C'est une perte pour vous, mais également pour nous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous le disais, c'est notre première grande réunion de l'année. Et le début d'année a été riche en événements, tout particulièrement aux États-Unis. Je sais que vous avez suivi les événements au Capitole le 6 janvier avec inquiétude. Et j'aimerais vous remercier pour les nombreux messages de soutien que nous avons reçus de la part de chacun d'entre vous. Bien entendu, c'était une attaque contre les États-Unis, mais une attaque aussi contre la liberté et la démocratie, et ce, à l'échelle internationale. Mais la démocratie a gagné ce jour-là. Mes collègues et moi sommes retournés au Capitole pour mener à bien nos responsabilités, pour certifier l'élection du président et de la vice-présidente. Nous avons travaillé jusqu'à 3h32 du matin et nous avons ainsi réaffirmé le fait que les États-Unis respectent l'état de droit et ne se soumet pas à la violence. La démocratie est résiliente, mais très clairement, elle est aussi fragile. Nous devons en permanence travailler pour la protéger, pour l'étendre et pour renforcer notre capacité à résister contre toute tentative de l'affaiblir. Nous partageons bien entendu des valeurs démocratiques et c'est une priorité d'après moi. Les valeurs que nous partageons au sein de l'OTAN ont été essentielles pour maintenir la cohésion entre alliés. C'est aussi l'arme la plus forte dont nous disposons pour véritablement lutter contre l'autoritarisme de Vladimir Poutine, par exemple. Pour appuyer cette priorité, ma proposition, c'est un centre de coordination justement sur les valeurs démocratiques au sein de l'OTAN, pas en dehors de ses murs. Je suis ravie d'avoir l'appui du groupe d'experts qui travaillait sur l'OTAN à l'horizon 2030, puisqu'ils ont appuyé cette idée dans leur rapport au secrétaire général. J'en ai discuté aussi avec le secrétaire général de l'OTAN lors de notre conversation téléphonique en janvier. Nous en reparlerons lors de nos réunions le 1er et le 2 mars. J'en reviens à l'ordre du jour ici aux États-Unis. Vous le savez, nous avons maintenant un nouveau congrès, une nouvelle administration et nous travaillons d'arrache-pied. L'une de nos grandes priorités cette semaine sera un fonds pour venir appuyer les efforts de lutte contre le Covid-19. Il y a bien entendu des différends sur la taille, la portée de ce soutien, mais nous devons réagir rapidement à cette situation, à cette crise sanitaire et économique. C'est une priorité. Le président Biden est convaincu de l'importance de l'OTAN. J'ai travaillé pour lui alors qu'il était président du sous-comité sur les affaires européennes, donc je le connais très bien et je connais son engagement. Le 20 janvier, il a tout d'abord passé des coups de fil, et notamment au secrétaire général de l'OTAN lors de sa conversation. Il a encore indiqué que les États-Unis s'engageaient pleinement en faveur de l'OTAN et de l'article 5. Il s'est engagé à travailler avec les alliés sur l'ensemble des questions de sécurité, l'Afghanistan, l'Irak, la Russie y compris. Le président a aussi mis l'accent sur l'importance des valeurs partagées, les consultations, les capacités pour renforcer la dissuasion et lutter contre des nouvelles crises, des nouvelles menaces émergentes, y compris le changement climatique. Tony Blinken est aussi un véritable convaincu de l'importance du lien transatlantique. Je suis donc convaincue que cette administration, au cours des prochains mois, fera preuve de son engagement vis-à-vis du renforcement du lien transatlantique et vis-à-vis de l'engagement des États-Unis vis-à-vis de ce lien. Nous voulons revenir à une relation de confiance, de respect et d'humilité. Nous
Devant des décisions difficiles à prendre, nous devons commencer à travailler sur la position de l'OTAN vis-à-vis de la Chine. Comme nous l'avons déjà dit, nous devons continuer à répondre aux violations inacceptables de la Russie, notamment l'annexion illégale de la Crimée que nous ne reconnaîtrons jamais. Nous devons aussi condamner la répression de Vladimir Poutine contre sa propre population et la persécution de ses opposants. L'empoisonnement de Alexei Navalny, son arrestation et la décision maintenant de transformer sa condamnation en condamnation à de la prison ferme pour les 2 prochaines années montre bien que le régime russe ignore totalement l'état de droit et le droit de la population à la liberté. Nous devons travailler aussi sur la maîtrise de l'armement. Nous voulons étendre New Start, cela avance, mais il reste encore énormément de pain sur la planche pour ce qui est de la maîtrise des armements. Nous devons relancer aussi l'accord sur le nucléaire iranien. Nous devons faire en sorte que l'Iran retourne à la conformité. Les États-Unis souhaitent rejoindre cet accord sous condition, mais l'Iran doit fournir des assurances claires avant cela. Autre décision pour les mois à venir, notre engagement en Afghanistan. L'administration a clairement indiqué que les talibans n'avaient pas respecté leur engagement. Nous devons donc veiller à rester capables à protéger nos intérêts et ceux de nos partenaires afghans. C'est particulièrement vrai pour les femmes afghanes. Nous ne pouvons accepter un accord selon lequel les femmes deviennent à nouveau des victimes des talibans en Afghanistan. Nous devons gérer les crises traumatisantes de la Covid-19 et dans les prochains mois, nous serons sous pression pour réduire les budgets de défense. Je vous encourage tous à résister. Nous devons affronter de nombreuses priorités. C'était déjà le cas avant la pandémie. Elle n'a fait que les exacerber, ces priorités. Une défense forte, c'est plus important que jamais. Sur ce, je m'arrête et je donne la parole à mes collègues pour qu'ils puissent nous parler de ces priorités et d'autres priorités pour notre congrès. Comme vous le savez, notre délégation travaille de façon bipartisane. C'est notre tradition. Il est essentiel pour nous tous de parler d'une seule et unique voix sur l'OTAN et notre engagement vis-à-vis du lien transatlantique. Mike et Philomène ont tous deux travaillé sur ces questions. Ce sont des experts des questions de défense. Au congrès, nous participons au comité qui gère les financements et donc nos collègues à ces comités ont une bonne vision de ce que nous faisons ici. Madame la secrétaire générale, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Peut-être pourrions-nous maintenant donner la parole à Mike Turner pour qu'il puisse commencer cet échange. Monsieur Turner, il faudrait allumer votre micro, s'il vous plaît. Could you try to refresh the page and request the floor again? And now we've lost Linda Sanchez as well. If I could also ask Linda Sanchez to come back. Is anyone monitoring this? We're the only one who's able to watch it. Okay. Do you want me to go on the other? And perhaps, since we have Linda Sanchez on screen, Alors, puisque Linda Sanchez est parmi nous, peut-être pourrions-nous commencer par vous donner la parole si cela vous convient. Tout à fait, merci beaucoup et j'espère que nous pourrons régler ce petit problème technique. J'aimerais commencer par remercier notre président, Monsieur Connolly. Merci aussi à mes collègues de me donner la parole aujourd'hui. Il est important que chacun comprenne bien ce qu'il se passe au sein de l'Alliance. J'apprécie beaucoup de pouvoir vous parler aujourd'hui pour partager avec vous ma vision de ce qui nous attend aux États-Unis. Bien entendu, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire précisément ce qui va se passer au cours des 12 prochains mois, mais nous laissons derrière nous une des pires années de notre vie et donc l'année 2021 s'avère particulièrement importante. Après cette insurrection échouée du 6 janvier, il est clair, et il doit être clair aux yeux de chacun, que nos institutions sont confrontées aussi à l'un des plus grands défis auxquels ils n'ont jamais été
confrontés. J'étais au Capitole le 6 janvier comme nombre de mes collègues et je pense que nous allons tous avoir besoin de temps pour vraiment comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. L'ancien président a tenté d'empêcher un transfert du pouvoir paisible en alimentant cette volonté des manifestants, alimentée aussi par les campagnes de désinformation qu'on a pu observer dans l'écosystème d'extrême droite. Les États-Unis vont avancer, ce sera possible aussi par une justice juste. Et bien entendu, la procédure qui a été lancée contre le président contribuera à cela si elle est juste et bien menée. Les démocraties occidentales maintenant doivent très clairement gérer cette menace qui est la dissémination de campagnes de désinformation, celles qui ont été à la source aussi de cette tentative d'insurrection. C'est une menace qui existe aux États-Unis, mais pas seulement. Je suis rapporteur spécial à la commission CDS et je me réjouis donc de m'intéresser à cette question et j'espère pouvoir identifier les façons dont nous pouvons travailler ensemble pour protéger nos institutions. Pour véritablement tourner la page, nous devons faire en sorte que la vie s'améliore pour toutes les personnes qui ont tant souffert, et notamment pendant cette pandémie. C'est pour cette raison que le Congrès travaille avec le président américain pour accélérer la distribution du vaccin, pour fournir aussi une aide financière aux familles et aux petites entreprises. Le président Biden et les majorités dans les deux chambres du Congrès comprennent bien entendu la taille du défi auquel nous sommes confrontés et nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour répondre à ces besoins. Cette année sera aussi une opportunité importante pour avancer sur des questions que nous avons dû mettre de côté pendant bien trop longtemps. Pour retrouver la place perdue des États-Unis dans le monde, c'est bien entendu de changer le traitement des migrants. Je suis la fille de migrants qui sont venus aux États-Unis pour changer de vie. C'est donc une question qui est extrêmement importante à mes yeux et je dirigerai à la Chambre des représentants les efforts qui ont été annoncés par le président sur ces questions. Je suis ravie d'entendre que la réforme va être réelle car notre pays sera plus fort s'il dispose d'un système d'immigration transparent, efficace, qui nous permet de nous concentrer sur les personnes qui viennent dans notre pays, tout en évitant bien entendu la venue de personnes non désirées. Comme c'est le cas ailleurs, les États-Unis sont confrontés à de nombreux défis, mais je suis convaincue que ce sont aussi des opportunités qui nous permettront d'améliorer la vie de nos citoyens. Ce que vous verrez avec l'arrivée de cette nouvelle administration, c'est un engagement sérieux vis-à-vis de nos alliances et des solutions politiques basées sur des faits. Vous verrez que nous aurons aussi le courage de respecter ces faits, de respecter la science. Si nous pouvons avancer clairement à l'aune de cette opportunité, je pense que nous pourrons, oui, rétablir la confiance vis-à-vis des institutions. Voilà, un résumé de ma vision des grands sujets que nous devrons traiter au cours des prochains mois. Encore une fois, j'aimerais remercier Jerry Connolly de me permettre justement de vous parler aujourd'hui et bien entendu, je serai ravie de répondre à vos questions. Very much, and let's try. Merci beaucoup. Passons maintenant la parole à Mike Turner et j'espère que ça va fonctionner cette fois. Super, ça fonctionne. Merci Roxandra. Alors, Thierry et moi-même sont d'excellents amis et j'apprécie le fait qu'il mène ce bureau de la paix autant et je trouve que cette façon de mener de manière bipartisane est une façon extrêmement professionnelle de le faire. Et je tiens à dire qu'il a le soutien de tout le monde dans ce rôle. Et si vous écoutez sa présentation sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre pays et les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre Congrès, eh bien, je peux affirmer que tout le monde au sein du Congrès abonde dans son sens concernant la façon dont il a défini ces problèmes et l'importance de ces problèmes. Alors, Linda également a évoqué quelques questions qu'elle a notamment repris de ce dont on a pu parler au Congrès. Vous avez également parlé de notre approche vis-à-vis de la défense. Alors, en effet, la défense est une question dont nous allons débattre pendant longtemps. On parle d'une augmentation assez modeste de la défense, des dépenses en matière de défense.
Donc nous avons tenté de se faire et donc on essaye d'équilibrer cela en remédiant aux problèmes d'état de préparation, mais aussi les problèmes de retard. Et à l'heure actuelle, nous sommes confrontés à des vrais problèmes, des vraies menaces vis-à-vis de nos adversaires. Nous suivons de près les agissements de la Chine et de la Russie dans leurs différents systèmes et notamment systèmes nucléaires. Et nous avançons également dans une ère davantage de maîtrise des armements. Et d'ailleurs, au Congrès, nous parlons toujours du bon équilibre entre la maîtrise des armements et le désarmement. Et pendant longtemps, d'ailleurs, les États-Unis ont repoussé la modernisation parfois de sa dissuasion nucléaire. Mais il nous faut une dissuasion crédible et moderne, et donc il faut la moderniser. Mais contrairement à la Chine et à la Russie, on ne cherche pas à se doter de nouvelles capacités. Ceci étant dit, même en période de maîtrise des armements, nous devons nous moderniser. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Cela permet de renforcer notre crédibilité, comme on l'a dit. Alors j'apprécie les commentaires de Jerry, notamment concernant la situation de la pandémie, et je sais que les États-Unis ont commencé un programme de déploiement de vaccination. Il est coordonné par chaque État et pour l'instant, nous avons commencé à inoculer les personnes plus âgées et vulnérables. Et comme l'a si bien dit Jerry, les temps s'annoncent très prometteurs pour les relations entre l'OTAN et les États-Unis. Et d'ailleurs, à l'époque où Biden était vice-président, c'est grâce à lui notamment que le Monténégro a pu rejoindre. Donc a pu rejoindre les rangs de l'OTAN. Et je sais qu'il n'est pas seulement un fervent supporter des relations transatlantiques, mais il souhaite également que nos relations de travail soient excellentes et il veut vraiment continuer à poursuivre cet effort de travail avec l'OTAN et ses alliés. Et donc, Jerry, je vous remercie pour votre discours. Monsieur Turner, merci et bienvenue. Monsieur membre du Congrès Vela, je suis désolée si vous avez rencontré quelques problèmes techniques pour rejoindre cette réunion. Alors, nous avons déjà entamé les discussions en panel et donc, sans plus attendre, je vous donne la parole pour quelques remarques liminaires avant que nous donnions la parole aux autres membres de la POTAN pour leurs questions. Bonjour à tous. Alors, j'ai pu bien vous entendre, même si vous ne me voyez ou ne m'entendiez pas avant. Et je suis d'accord avec tout ce qui a pu être dit par mes collègues. Cela fait 3 ans que Madame Pelosi nous a rejoints ou est avec nous à Bruxelles. Et à l'époque, elle s'est fermement engagée auprès des alliés de l'OTAN. Elle s'est engagée pour être pour que les États-Unis soient un vrai partenaire de l'OTAN à l'avenir. Et je sais que pour ce qui est du président Biden, c'est la même chose. Et donc, je fais preuve de tant d'optimisme que mes collègues. Nous arriverons à surmonter les conséquences dévastatrices de la pandémie. Nous avons tous dû y faire face. Ici, les États-Unis maintenant se concentrent vraiment sur la pandémie avec cette nouvelle administration. Et nous allons essayer de faire adopter une loi au sein de la Chambre des représentants qui devrait fournir une assistance économique et nous espérons pourra améliorer la santé générale des Américains. Et ensemble, en tant qu'alliés de l'OTAN, nous voulons améliorer les conditions sanitaires et économiques des 2 côtés de l'Atlantique. Et donc, je suis ravie d'être ici, évidemment. Je serai également ravie de répondre aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Vela. Donc, sans plus attendre, maintenant, nous allons ouvrir la discussion. J'ai déjà plusieurs demandes de parole et je vais donner la parole pour commencer à Monsieur Lord Campbell du Royaume-Uni. Je m'excuse, j'ai eu quelques difficultés à me connecter. Alors, pour commencer, c'est très agréable de pouvoir voir mes collègues américains et cela montre
à quel point il est important de miser sur voilà, la force de tous les participants de la paix OTAN. Chez nous, on se penche de près sur le New START Treaty. Et deuxièmement, même si le langage du président Biden ne correspond pas à celui de son prédécesseur, je suis ravie de voir qu'il s'engage en ce qui concerne les 2%. Alors, je vois qu'il y a de plus en plus de demandes de parole. Et donc maintenant, je vais donner la parole au leader de la délégation française, Monsieur Christian. Vous avez la parole. Monsieur le Président, bonjour et merci de nous réunir et de mettre ainsi au cœur de nos débats une relation transatlantique qui est restée particulièrement forte au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, mais dont chacun s'accorde aussi à penser qu'on peut toujours la rendre plus vivante. Votre grande proximité, Monsieur le Président, avec Joseph Biden, le nouveau président, et votre volonté affirmée de faire vivre les valeurs de l'Alliance trouvent évidemment un écho en chacun de nous. Et je voudrais profiter de cette occasion pour témoigner notre sympathie, notre amitié aux parlementaires américains qui ont vécu une véritable épreuve et qui démontrent, si cela était nécessaire, que nos démocraties parlementaires doivent toujours être renforcées car elles peuvent aussi très vite être en danger. Les valeurs démocratiques qui ont uni nos peuples et nos destins de l'après-guerre, depuis l'après-guerre, gardent en fait toutes nos forces d'attraction, comme le rappellent les récentes adhésions des pays alliés, dont nous nous félicitons. Ces valeurs doivent s'incarner au sein de notre alliance de deux façons, et je pense bien sûr, Président, que vous y adhérez. Tout d'abord, les alliés doivent soutenir et se soutenir sur tous les flancs de l'alliance, tous les flancs géographiques. À l'Est, bien sûr, en participant aux mesures de réassurance et de police du ciel. Et la France, vous le savez, prend toute sa part et toutes ses responsabilités. Mais aussi, n'oublions pas le flanc sud et l'appui d'un certain nombre de nos alliés à la force Takuba, à la MINUSMA au Sahel et d'une manière générale, toutes les participations à la stabilisation de ce grand arc qui va du Sahel au Grand Moyen-Orient doit être aussi soutenu et doit pouvoir faire l'objet de nos échanges. Le deuxième axe, c'est évidemment la rénovation politique de notre alliance, le processus OTAN 2030, renforcer les mécanismes permettant des échanges pacifiés lorsque des différends peuvent apparaître entre alliés. Tout ceci est essentiel et les efforts, Monsieur le Président, de votre prédécesseur ont été en ce sens particulièrement bénéfiques. Cette voie doit être poursuivie. Vous le savez, la France revendique sa place tout entière au sein de l'OTAN, mais c'est un pays qui dialogue avec tous dans le cadre du droit international et je pense que c'est ainsi que nous consoliderons notre architecture de sécurité, non seulement par un dialogue renforcé au sein de nos institutions, mais aussi par un effort que chaque pays doit faire, et la France le fait à travers sa loi de programmation militaire, près de 30 milliards de dollars chaque année consacrés à la défense. Voilà qui montre que la France veut participer aux travaux de cette Assemblée. Nous vous souhaitons bonne chance, Monsieur le Président. Excellent. So pretty much 4 questions. New Start 2%. Merci. Donc, en effet, il y a environ 4 questions, donc les différents plans, les 2%, l'OTAN 2030, donc plusieurs observations, plusieurs commentaires à ce niveau-là. Monsieur le Président, est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour commencer à répondre à ces observations et ces questions? Merci. Alors, j'ai vu que Mike Turner a demandé la parole, donc je vais d'abord lui laisser. Mike, vous avez la parole. Alors, il semblerait qu'on ait le même problème technique qu'auparavant. Encore une fois, de notre côté, il n'y a pas de problème. Je pense que ça vient de chez vous, Monsieur Turner. Je m'excuse, j'en suis désolée. Je ne sais pas pourquoi ça se produit à chaque fois. De notre côté, le micro est allumé. Linda Sanchez, vous avez demandé la parole. Oui,
je me suis dit que pendant que Mike résout les problèmes techniques, je pouvais répondre à une question concernant l'approche du président Biden. Alors, je sais que le président Gajon veut participer davantage, travailler davantage avec les alliés afin de répondre aux défis globaux tels que la pandémie, le changement climatique et l'essor du totalitarisme. De plus, le président Biden veut de nouveau se réengager vis-à-vis du multilatéralisme via notamment l'accord de Paris et l'OMS. Mais quoi qu'il en soit, le président Biden est très engagé vis-à-vis de la démocratie et les valeurs qu'elle véhicule. Mais je redonne la parole à Mike. Je souhaite juste me faire l'écho des propos de Jerry. Alors, pour ce qui est de l'accord START qui a été étendu, prolongé par l'administration Biden, il faut savoir que à ce moment-là, ils ont dit qu'en prolongeant cet accord, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un début de négociation concernant la maîtrise des armements. Alors, ce n'est pas seulement START en lui-même qui est important, c'est ce qui viendra après. Parce que la Russie, notamment, a déployé et testé des armes nucléaires qui peuvent transporter en orbite, ainsi que des drones sous-marins équipés de systèmes nucléaires. Et ils ont également développé des ICBM et des missiles hypersoniques. Ce sont de nouveaux types d'armes. Alors, pour ce qui est des États-Unis, évidemment, nous souhaitons nous moderniser. Ce serait une manière pour nous de maintenir le statu quo. Et donc, l'administration Biden dit que START est non seulement un fondement, mais également une opportunité d'élargir notre champ d'action en maîtrise des armements. Mais nous savons aussi que la Chine est en train d'étendre ses capacités cyber et la portée de ces armes. J'apprécie également les commentaires concernant l'attaque sur le Capitole. Cela démontre encore une fois à quel point la démocratie est non seulement fragile, mais aussi résiliente. Vous pouvez prendre d'assaut un bâtiment, mais on ne peut pas prendre d'assaut la démocratie. C'est ce que ces événements ont démontré. Cela a montré que nos institutions sont solides, même si les infrastructures physiques ne le sont pas forcément. Et en tant que pays, nous sommes en train de nous réunifier. C'est ce qu'on souhaite faire, en tout cas. Merci. Monsieur Jerry Connelly, ensuite, je donnerai la parole à Monsieur Vella. Merci, Roxandra. Et je sais qu'il y avait aussi une question concernant l'engagement des 2% et si les États-Unis allaient, oui ou non, continuer à pousser dans cette direction. Alors, nous n'étions pas tous là, mais j'aimerais rappeler aux délégués que Mike, lorsque vous étiez encore président, au sein du centre des visiteurs, nous avions organisé une séance pour les membres de l'APE-OTAN qui se rendaient à Washington. Il me semble que c'est durant les vacances. C'était avant l'arrivée de Trump, c'était lorsque le président Obama était encore en fonction. Et à cette époque, nous avions dit que cet engagement de 2% était essentiel. Et que si nous n'atteignions pas ces 2%, cela sapait le soutien des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN. Il y a en effet cette sensation que les États-Unis payent trop et que le fardeau n'est pas suffisamment partagé. C'est ce qui a été dit il y a quelques années. Et je pense que cette affirmation va survivre, président Trump. Mais je pense que M. Biden et son administration sont pleinement engagés. Ils veulent absolument enjoindre les alliés à atteindre ces 2% en matière de défense. Donc, en tout cas, d'un point de vue bipartisan, on va continuer évidemment à insister pour que cela soit fait. De plus, on a parlé de la posture de défense de l'OTAN, des défis qui peuvent être anticipés.
Alors, j'ai rédigé un livre blanc sur la Chine à l'occasion de notre réunion annuelle. Et à long terme, les États-Unis vont mettre davantage l'accent sur la Chine. En effet, au long cours, c'est la Chine qui est la puissance émergente. Et donc, on doit travailler avec la Chine, mais également être conscient des défis qu'ils posent d'un point de vue militaire, économique et cyber. Bien sûr, la concurrence est une bonne chose, mais l'intimidation et les menaces militaires doivent trouver réponse de la part des alliés. Et la présence de la Chine est visible dans le théâtre d'opération européen, en Arctique, etc. Et nous allons devoir y faire face. Alors bien sûr, on n'est pas forcément tous d'accord sur le degré d'engagement, mais ceci étant dit, on devra engager un dialogue interne au sein de l'Alliance OTAN important. Comment allons-nous faire face à ce défi émergent que représente la Chine ? La Chine représente et va représenter le PIB le plus important dans le monde. Et cela va éclipser les États-Unis. De plus, la Chine veut également empiéter sur la souveraineté territoriale de ses voisinages en Asie-Pacifique, tout en démontrant des actions agressives dans d'autres théâtres d'opération, dont l'Arctique. Et on ne peut tout simplement pas l'ignorer. Ce qui m'a choqué, c'est que ce n'est qu'il y a quelques années que le mot Chine est apparu dans les documents de l'OTAN. C'est comme si la Chine n'existait pas à nos yeux. Donc je pense qu'on doit rattraper ce retard. Et je suis ravie de voir que le secrétaire général de l'OTAN a saisi cet enjeu, a saisi l'ampleur de cet enjeu. Cela fait longtemps que l'on s'engage avec la Russie concernant les structures de maîtrise des armements. En revanche, on n'a rien de tout ça avec la Chine, on n'a pas cet historique. D'ailleurs, on ne sait même pas quelle est leur architecture de maîtrise des armements interne. Donc tout ce qu'on connaît sur la Chine est très mince. C'est pour cela qu'on doit absolument rattraper ce retard et commencer à y faire attention. Ça doit être un point important dans notre programme. Pas forcément constant, mais on ne peut pas faire preuve de naïveté. Yeah, I was going to address the 2% issue as well. I think, and I think Jerry stated it as well. J'allais moi aussi aborder la question des 2%. Jerry a répondu en bonne partie à cette question. Je pense que le président Biden partage notre intérêt à notre volonté de voir l'OTAN être solide et le sentiment aussi que c'est une responsabilité partagée. Donc il ne faut pas s'attendre à une évolution de notre posture s'agissant de la question des 2%. Merci beaucoup. Toujours pour gagner du temps, je vais regrouper les questions parce que la liste est de plus en plus longue. Je vais passer la parole à Alex Sherbrooke pour le Royaume-Uni. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis heureux de voir que mes collègues des États-Unis sont en pleine forme, malgré ce qui s'est passé. Alors, je me suis exprimé hier à la Chambre à propos de la situation au Myanmar. C'est vrai que les actions du président Trump au cours des 3 derniers mois de sa présidence ont rendu très difficile la tâche de préserver la démocratie au sein de la communauté internationale. Je sais que le président Biden a déjà émis plusieurs commentaires très, très forts sur ces questions. Je pense que nous devons rééquilibrer la situation internationale, insister sur le fait que la démocratie est essentielle et fragile. Mais je voulais me concentrer sur les capacités et activités navales. Jerry a parlé du Grand Nord, de l'Arctique et de ce qui s'y passe. C'est effectivement très important, mais il faut aussi être conscient, et je l'ai soulevé auprès du ministre de la Défense britannique, avec la transition vers
la puissance et l'énergie électrique, il va falloir nous intéresser à des pays qui peut-être ne sont pas sur notre radar aujourd'hui, comme la Bolivie ou le Chili. Cela va probablement mettre davantage la pression sur les États-Unis, s'agissant de la nécessité d'assurer la liberté de navigation dans le Pacifique, et en particulier à la charnière Asie-Pacifique. Alors, le Royaume-Uni ne diminue pas ses dépenses de défense. Nous continuons d'investir dans les capacités navales, dans le Nord, dans le Grand Nord. Mais il faut bien constater que depuis le milieu des années 90, il y a eu un certain nombre de choix stratégiques qui ont été faits en matière d'investissement dans la marine aux États-Unis. J'aurais voulu savoir ce que pensent nos collègues des États-Unis à propos de l'acquisition de capacités navales et s'ils ont des éclairages à nous apporter à propos de l'évolution de ces acquisitions au cours des décennies qui viennent. Merci beaucoup. La parole est à Jars Kalnins, pardon. Vous m'entendez? Bonjour. Tout d'abord, mes respects au président Connolly. Je suis certain qu'il est ravi de m'entendre lui parler de cette manière. Je voulais vous exprimer toute ma sympathie pour les événements du 6 janvier au Capitole. Pour moi, c'est très grave parce que j'ai passé ces années à parcourir les couloirs et les bureaux du Capitole. J'ai énormément de respect non seulement pour le bâtiment en tant que tel, mais aussi pour les gens qui y siègent et qui y travaillent. Ça a été une vision choquante pour moi et en tant que parlementaire, j'ai visité plusieurs parlements en Europe. J'ai vu entre autres le Parlement turc après la tentative de coup d'État et donc je peux vous assurer que je comprends et que ça me tient très à cœur. J'ai plusieurs questions, mais très rapidement, s'agissant du retrait de troupes allemandes du territoire allemand. L'administration Trump avait commencé, ou plutôt décidé ce retrait. Est-ce qu'il va se confirmer ou bien est-ce que c'est une décision qui va être annulée? Ensuite, il a récemment été proposé de créer un groupe à 3+3, Turquie, Iran, Russie, Azerbaïdjan, Arménie et Géorgie. Je pense que nos amis géorgiens sont un peu mal pris. Ils souhaitent de bonnes relations avec leurs voisins. On leur demande de participer à un format de dialogue avec la Russie qui occupe une partie du territoire géorgien. Je me demandais si les États-Unis ont une position officielle ou bien s'ils ont éventuellement des conseils à donner à nos collègues géorgiens pour faire face à cette situation très délicate dans leur pays. Merci. Nous avons encore de nombreuses demandes. Je vais encore en prendre une ou deux. Ahmet Ilgis pour la Turquie. Lara est déjà à l'écran, donc... I'd like to first to demonstrate and express also my solidarity to our colleagues in the United States regarding the attacks on the Capitol. I was born in the United States, so for me it was also very shocking to see all the image that we saw on the news. And I think that these events demonstrate that this could happen in anywhere and that we have to protect our democracy because it's not granted. But je voulais vous poser l'une ou l'autre question. Pensez-vous qu'avec la nouvelle administration, il faut s'attendre à une évolution de la présence des États-Unis dans l'Atlantique? J'aurais voulu poser une question à propos des bases militaires américaines en Europe. Pensez-vous que les États-Unis pourraient envisager un élargissement en particulier de la présence militaire américaine dans l'espace? Ahmet Ilgis.
La liste des questions s'allonge. Je vais devoir la clore parce que je ne suis même pas certaine que nous allons pouvoir prendre toutes les questions. Ahmed Yildiz. Malheureusement, on entend énormément de discours parmi les alliés de l'OTAN, y compris parfois au niveau présidentiel, commentaires qui peuvent avoir un impact très négatif sur les relations entre alliés, entre parenthèses, entre partenaires. Cela sape la confiance entre partenaires d'un traité de sécurité collective, et ce qui signifie que cela peut éventuellement remettre en cause la certitude de l'applicabilité systématique du principe tous pour un pour tous. Je suis convaincu que le président Biden ne ménagera pas ses efforts pour normaliser les relations entre les États-Unis et l'Alliance. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Et j'aurais voulu aussi savoir ce que vous pensez que les groupes parlementaires, les amitiés parlementaires peuvent faire pour y contribuer. Merci. Merci. Mike Turner, malheureusement, doit nous quitter. Alors, je vais encore prendre une dernière question, après quoi je rendrai la parole à nos orateurs. Et cette dernière intervention nous sera proposée par l'autre pays membre de l'Alliance en Amérique du Nord, le Canada. Julie. Bonjour à tous. Et félicitations à Jerry, puisque c'est la première fois que j'ai l'occasion de lui parler. Président Connolly, ça a de la gueule. Je préside un groupe parlementaire sur les réfugiés et demandeurs d'asile. Nous nous félicitons des premières décisions du président Biden dans ce domaine. Je salue aussi la volonté du président Biden de prolonger le traité START. Mais je voulais vous demander, je sais que le président Biden envisage de rentrer dans le JCPOA. J'aurais voulu savoir si cela s'inscrit dans une éventuelle nouvelle politique des États-Unis en matière de maîtrise des armements et des désarmement. Et puis en matière de cybersécurité, il est clair que c'est une grave menace et une menace grandissante. Que pensez-vous que les États-Unis aient l'intention de faire pour leur part et également dans le cadre de leur collaboration avec l'OTAN? Merci beaucoup. Eh bien, voilà des questions qui ratissent très large. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci à tous pour ces questions. Je commencerai par une question à laquelle je pense qu'il est relativement simple de répondre. Ojars a posé la question de savoir si l'administration Biden avait l'intention d'annuler la décision du président Trump visant à réduire la présence militaire des États-Unis en Allemagne pour déployer des forces ailleurs. Je pense effectivement que c'est le cas.
ce serait à la réflexion une décision prudente. L'alliance entre les États-Unis et l'Allemagne est très solide. Il faut la préserver et je m'attends à ce que cela figure très haut dans la liste des priorités de l'administration dans ce domaine. Je pense qu'il faut s'attendre à des changements. Je ne m'exprime pas au nom de l'administration. Aucun d'entre nous, d'ailleurs, ne peut s'en prévaloir. Mais le président Biden a indiqué qu'il était tout à fait engagé vis-à-vis de l'Alliance et vis-à-vis des alliés. Donc, je suis convaincu qu'il ne laissera pas cette décision se pérenniser. Sur la question des activités hors théâtre qu'il faudrait coordonner, un orateur a évoqué le Sahel, je partage sa préoccupation. Nous devons nous pencher sur la question. Notre collègue de la Turquie a parlé de la nécessité de normaliser les relations amicales entre les États-Unis et la Turquie. Je suis sûr que ce sera la volonté des États-Unis, mais il faut aussi comprendre que dans une famille, parfois, quand on ne s'entend pas, il faut être capable d'en parler pour régler les problèmes. Je pense qu'après ce qu'on a vécu le 6 janvier, on sait, face à la menace contre la démocratie, qu'il faut ancrer les valeurs démocratiques et qu'on ne peut pas partir du principe que c'est gagné d'avance. Il faut être capable de se préparer à faire face à des menaces extérieures, mais aussi intérieures. Il faut aborder ces menaces de manière tout à fait franche et objective, que ce soit les États-Unis, la Turquie ou qui que ce soit d'autre au sein de l'Alliance. Si nous ne le faisons pas, cela affaiblit notre capacité à faire face aux menaces externes qui planent contre les valeurs démocratiques. Je crois que ce sera tout particulièrement important. C'est vrai que on hésite parfois à avoir les discussions qui fâchent, mais je pense qu'à long terme, c'est bénéfique d'engager ce type de débat, même quand cela peut paraître difficile. L'orateur a insisté sur la nécessité, vu la transition énergétique, de nous concentrer sur d'éventuels enjeux à venir qui pourraient être différents. C'est probablement vrai que les enjeux géographiques évoluent et que nous devrons probablement à l'avenir consacrer davantage d'attention à l'hémisphère sud que par le passé. Sur le Haut-Karabakh, c'est une région qui est difficile. Et on peut difficilement planter un drapeau sur le sol de ces pays et prétendre régler les problèmes. C'est un problème, le Haut-Karabakh, qui existe depuis, en tout cas, que je siège à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et on sait que une solution définitive ne pourra être que politique et pacifique. Espérons que c'est une question qui ne sera pas résolue par la force par la Russie. Mais la Russie est partie à ce conflit, donc on ne peut pas l'ignorer non plus. Il faut avancer à petits pas vers des solutions. La dernière chose que j'ai entendue concernait l'Iran. Les États-Unis souhaitent effectivement rentrer dans le JCPOA, mais cela supposera de la part des Iraniens un engagement certain aussi, et la volonté de revenir sur les infractions récentes des principes qui régissent le JCPOA. L'Iran nous dit on peut faire ce qu'on veut puisque les États-Unis sont sortis de l'accord. L'Iran ne s'estime plus tenu par cet accord.
si l'Iran s'engage à revenir dans les clous de l'accord et que les États-Unis rentrent dans l'accord et que les sanctions sont partiellement levées, on pourra peut-être ensuite espérer que les sanctions puissent être levées dans le cadre d'un respect total des conditions du JCPOA, ce qui était d'ailleurs le cas avant que le président Trump décide unilatéralement de sortir de l'accord. Si on ne rétablit pas l'accord, l'Iran va se nucléariser et cela va considérablement déstabiliser l'Iran et toute la région. Et donc, il faut jouer de la carotte et du bâton pour rentrer dans l'accord et ramener l'Iran dans ses clous. Out is cyber, and that's certainly one for Linda Sanchez, given the topic of her. Merci. Je crois qu'il reste encore la question du cyber. Madame Sanchez. Merci beaucoup. Oui, nous avons eu des échanges à la paix-OTAN sur les attaques cyber et sur les campagnes de désinformation. Moi, j'aimerais me concentrer sur la question de savoir comment nous pouvons lutter contre ces événements, quels sont les instruments à notre disposition pour tenter de mettre fin à la dissémination des campagnes de désinformation. Vous avez ces théories du complot qui font rage aux États-Unis, qui ne sont pas du tout basées sur des éléments factuels. Voilà, je pense qu'il nous faut trouver vraiment une caisse à outils, en fait, que les uns et les autres pourraient utiliser dans leur parlement respectif et qu'ils pourraient utiliser pour réfléchir aux solutions législatives. J'aimerais revenir à la migration aussi. J'ai servi au Sénat américain, au Congrès américain depuis des années. Depuis toutes ces années, nous tentons de lancer des réformes pour faire en sorte que ce système soit plus humain, plus transparent, plus juste, qu'il respecte aussi et protège la sécurité de notre pays. Une fois qu'on aura bien compris qui souhaite venir aux États-Unis pour les bonnes raisons, une fois que nous aurons le bon processus en place, nous serons davantage en sécurité aux États-Unis. Donc c'est vraiment une question que nous allons essayer de prendre à bras-le-corps une fois pour toutes. Et c'est quelque chose qui me fascine. Merci beaucoup, Monsieur Vella. Oui, tout d'abord, sur les questions navales. C'est vrai qu'en attaquant ou en défiant les États-Unis en dessous du seuil, cela complique la réaction possible. Cela va devoir changer. Nous allons devoir maintenir une présence en Méditerranée orientale et en mer de Chine orientale. C'est vrai que dans son budget, la marine américaine a fait des demandes de fonds considérables, des milliards, pour pouvoir justement moderniser la marine. Et je pense qu'une nouvelle marine inclura de nouveaux vaisseaux, des moyens supplémentaires pour pouvoir adresser ces défis qui émanent de la Chine. Sur l'accord sur le nucléaire iranien, je suis d'accord avec Jerry, je suis probablement le seul membre du Congrès qui ait voté contre cet accord la dernière fois. C'était une erreur. J'appuie maintenant pleinement les efforts qui sont faits par l'administration et qui visent à rétablir ce lien, qui tente aussi de travailler avec nos partenaires pour que nous puissions parvenir à un accord, ou en tout cas pour que nous puissions avancer sur cette voie. Sur la question de la migration maintenant, nous sommes chanceux d'avoir Linda à la tête de ce travail, de ce projet. C'est vrai qu'on a lu beaucoup de choses sur la migration. Bien entendu, nous sommes confrontés à des crises lorsque nous voyons ces personnes qui arrivent en Amérique par le biais du Mexique. Des millions de personnes, cependant, vivent déjà aux États-Unis. Ils travaillent depuis de nombreuses années dans le domaine de l'agriculture, de la construction, de la restauration et d'autres encore. Et ces personnes sont au cœur de notre économie. Ce sont les personnes qui souffrent le plus de cette pandémie aussi.
Et plus que jamais, il est important de leur donner la possibilité d'obtenir la citoyenneté américaine. Une dernière chose sur la question posée par l'Allemagne. C'est vrai que c'est un petit peu difficile, cette présidence n'a qu'une semaine. Nous voyons les conséquences dramatiques de la pandémie, c'est vraiment la grande priorité du moment, donc nous ne savons pas exactement pour l'instant quelle sera la position de l'administration Biden sur certaines de ces questions si importantes, mais j'imagine que Jerry a raison. J'imagine que nous allons continuer à maintenir notre présence, ou en tout cas que les troupes que nous avions avant les modifications proposées par le président Trump en Allemagne devraient rester les mêmes. Après, je comprends aussi le point de vue de la Pologne. Il est important, c'est évident, de travailler sur ces questions. J'ai bien vu à quel point notre présence était essentielle, aussi bien en Pologne qu'en Lettonie et dans les pays d'Europe de l'Est. Donc il faudra voir ce que notre administration va faire sur ces questions. Merci beaucoup et je dois m'excuser auprès des membres qui souhaitaient poser une question mais qui n'ont pas eu la possibilité de le faire. C'est vrai que les membres de l'administration américaine, de la délégation américaine, pardon, ont d'autres rendez-vous. Mike Turner a dû nous quitter, il s'est excusé. J'aimerais remercier Président Connolly, Madame Sanchez, Monsieur Vella. Merci beaucoup pour cet échange. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu poser la question qu'ils souhaitaient poser, rappelez-vous que nous aurons la deuxième partie de notre forum le 26 mars. Nous aurons donc d'autres occasions pour traiter de ces questions. Monsieur le Président ? Oui, je voulais tout simplement remercier l'ensemble des participants à cette réunion aujourd'hui. Le 6 janvier a été traumatisant, mais nous avons conquis finalement, voilà, nous avons lutté. Un bâtiment, c'est un bâtiment. Par contre, le cœur de la démocratie est formé par un ensemble de valeurs et d'engagements que nous partageons. Et la démocratie a résisté, malgré ce défi qui était considérable. J'espère que cela nous rappellera à nous tous pourquoi les valeurs démocratiques et l'engagement vis-à-vis de ces valeurs est si important. Très clairement, il faut sans cesse les renforcer, ces valeurs. C'est une question de régénération permanente. La démocratie doit être en permanence ravivée. La démocratie a besoin de nouveaux engagements. C'est un processus que nous mettons en œuvre dans notre propre pays et j'imagine que tous les membres de l'Alliance passent par des procédures similaires. J'imagine que nous sortirons renforcés par ces défis. Merci pour votre soutien. Nous nous réjouissons de retravailler avec vous très prochainement, de préférence en face à face. Merci beaucoup. Je vous remercie à nouveau pour votre participation. Merci aux interprètes. Merci à mes collègues pour l'organisation. Bonne journée à tous.